Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons Einar Tangen, chercheur principal à l'Institut TAI et également fondateur et président d'Asia Narratives. Soyez le bienvenu. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Doris Meads is un compatriote norvégien. Merci. Donc, à ce sujet, vous êtes à moitié norvégien et à moitié coréen, mais vous êtes né à Washington et vous vivez maintenant à Pékin, je crois, depuis une vingtaine d'années. Est-ce exact? Coupable, comme on dit, environ un tiers de ma vie. Donc, cela vous donne une perspective très intéressante, surtout sur les tensions et conflits économiques actuels entre les États-Unis et la Chine, puisque vous pouvez considérer les deux endroits comme chez vous. Nous voyons souvent que les discussions sur l'ascension de la Chine finissent piégées dans des clichés, comme l'affirmation courante selon laquelle les États-Unis innovent et la Chine copie. Ce qui m'inquiète, c'est que nous finissons souvent par nous bercer d'illusions à nos propres risques, en refusant de voir le monde tel qu'il est réellement. Donc, j'imagine, comment expliqueriez-vous le développement économique actuel de la Chine, qui a bien sûr traversé de nombreuses étapes très différentes, car la Chine de 2025 n'est pas celle de 2010. Comment pouvons-nous le mieux comprendre le développement économique de la Chine, sa direction et aussi ses défis? Oui, j'ai eu la chance de commencer à visiter la Chine à peu près au moment où l'OMC a été fondé, vers 2000. Donc en gros, j'ai été témoin de toute cette période. La Chine se développait déjà avant, mais dès qu'elle a rejoint l'OMC, elle s'est développée à une vitesse fulgurante. Tout à coup, on a commencé à voir cette croissance effrénée, à 2 chiffres, année après année. Ce n'était pas toujours facile, cependant. Je veux dire, la croissance économique était très rapide. La croissance sociale, beaucoup moins. Quand on allait dans les villes, on voyait des travailleurs migrants vivre dans ce qu'on pensait être des conditions terribles, jusqu'à ce qu'on aille dans leur ville natale et qu'on voit comment ils vivaient normalement et à quel point ils travaillaient dur. Donc, si vous voulez comprendre comment la Chine en est arrivée là où elle est aujourd'hui, un pays qui n'avait pas de véritable réserve monétaire, ils n'avaient pas de ressources. En fait, sur environ 200 pays dans le monde, la Chine se situe autour de la 100e place en termes de ressources par habitant. Donc, ils n'avaient vraiment rien à vendre. Alors, comment sont-ils partis de ce point-là? Ils n'avaient pas de système économique mature. Ils n'avaient pas de banque. Ils n'avaient pas de compagnie d'assurance. La pratique du droit était pratiquement inexistante. Je le sais parce que j'étais avocat et je parlais avec des avocats ici. Et j'avais été banquier d'affaires, donc je parlais aussi avec ce qui tenait lieu de financier ici. Donc, ils n'avaient pas d'économie moderne. Alors, comment ont-ils fait cela? Beaucoup de choses reposaient simplement sur une planification pure et simple. C'est incroyable ce qu'on peut accomplir quand on a un plan. Et comme le dit le cliché, ne pas planifier, c'est planifier l'échec. La Chine a donc élaboré ses plans quinquennaux et a dit « D'accord, on va y arriver ». Maintenant, comment ont-ils financé cela? Beaucoup des premiers projets ont été réalisés selon le principe du construire, détenir, transférer. Ils disaient donc « Nous avons besoin d'une autoroute d'ici à là-bas ». Mais c'était une autoroute planifiée. Ce n'était pas une route reliant la propriété du frère de quelqu'un au milieu de nulle part, comme c'est souvent le cas aux États-Unis. J'étais politicien là-bas, donc je connaissais les rouages internes. J'organisais des élections. Et ils disaient, « OK, on va être du même côté de la table. Vous allez récupérer tout votre argent plus votre bénéfice, puis vous nous le transmettez. » Et il y a, je le sais, pas mal de gens qui sont devenus très très riches, y compris beaucoup de personnes à Hong Kong qui faisaient cela.
Ils pouvaient parler au moins une partie de la langue et ce genre de choses. Et ils ont pu le faire. Donc la Chine y est parvenue grâce au travail acharné, un travail incroyablement dur. Je vois des gens travailler des journées exténuantes de 12 ou 14 heures. Je les plains, mais quand on leur parle, ils disent « Hey, je suis payé ». Ce sont des personnes que j'ai rencontrées qui disaient « Écoutez, avant, je mangeais de la viande une fois par an, littéralement. Et maintenant, je mange de la viande 2 ou 3 fois par semaine. » Pour eux, c'était tout simplement incroyable de pouvoir obtenir ces choses après en avoir été privés si longtemps. Tout est donc une question de perspective. Ils ont travaillé dur, ils ont gagné de l'argent, ils ont ramené leur argent, ils ont lancé des entreprises ou continué à cultiver, mais ils pouvaient réellement sortir et acheter un tracteur, alors qu'avant, ils ne pouvaient pas le faire. Ils devaient littéralement labourer la terre à la main avec quelques outils simples. C'est ainsi que la Chine s'est développée si rapidement. Mais ils ont aussi accordé de l'importance à l'éducation. Aux États-Unis aujourd'hui, 60% de notre population ne lit qu'au niveau de la 6e ou moins. En Chine, si l'on parle des personnes de moins de 45 ans, le taux d'alphabétisation atteint 89% et à un niveau assez élevé. Donc ce qui compte vraiment, c'est ce que fait votre gouvernement pour aider la société à progresser. En 1971, les États-Unis comptaient 61% de leur population classée comme classe moyenne. Aujourd'hui, ils ont mené une étude en 2024 sur le revenu médian, enfin, en 2023, et ils ont découvert que seulement 40% des Américains faisaient effectivement partie de la classe moyenne. Il y avait certes une certaine classe moyenne supérieure, mais il est effrayant de constater à quel point les évolutions ont été marquées dans des directions opposées. Donc, pour répondre de façon un peu longue à votre question, que se passe-t-il entre les États-Unis et la Chine? Les États-Unis ont le sentiment d'avoir perdu de leur avance. La Chine estime qu'elle a travaillé dur pour obtenir ce qu'elle a. Donald Trump est un populiste qui s'adresse à ceux qui se sentent déçus, et à juste titre. Je veux dire, parti après parti, aux États-Unis, a pris le pouvoir, mais rien n'a changé. Le déficit continue de croître. Les gens ne sont pas mieux éduqués. Il n'y a pas de meilleures opportunités. Tout semble être une sorte de jeu financier factice, où les riches parient sur des choses et, si cela fonctionne, ils reçoivent d'énormes primes. Pendant ce temps, d'autres sont obligés, aujourd'hui même, littéralement, d'acheter leurs courses en payant plus tard. Cela signifie qu'ils n'ont pas accès à une carte de crédit pour une raison ou une autre. Ils l'ont perdue ou ils ont atteint leur plafond. Et ils sont désespérés. Quand on achète des courses en disant « je vais vous payer avec un prêt sur salaire », ce qui va représenter environ 500% d'intérêt sur un an, c'est qu'on est désespéré. Donc, la Chine a changé, les États-Unis ont changé. Les tensions issues de ce changement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Malheureusement, Donald Trump pense qu'il faut revenir en arrière, que réindustrialiser l'Amérique à un moment où nous vivons une révolution numérique est la solution. À mes yeux, la révolution numérique est équivalente à la révolution industrielle. Il y a énormément de choses qui vont changer. C'est la première fois que les cols blancs vont connaître des licenciements et des changements dans leurs fonctions. Et cela se produit en ce moment même. Eh bien, Donald Trump dit « Oh, l'avenir, c'est la réindustrialisation ». Or, la plupart des activités industrielles sont peu rentables. Et si l'on veut réaliser de gros profits, malheureusement, l'industrie n'est pas la voie à suivre, sauf si l'on travaille avec de nouveaux matériaux. La robotique. Des domaines à l'intersection de la technologie, de la numérisation, des moyens d'augmenter la production, la productivité, ce genre de choses. Donc pour résumer, je voulais simplement dire qu'il y a deux pays qui prennent des directions différentes. L'un qui planifie et l'autre qui n'en est pas capable.
and one that isn't able to. C'est, je suppose, une évolution malheureuse du nationalisme aux États-Unis. Maintenant, le nationalisme n'est pas entièrement mauvais. Il a pour but de rassembler le groupe. Mais ce qui a toujours été un peu unique dans le nationalisme américain, c'est qu'il était très optimiste. En général, le nationalisme a tendance à se concentrer sur la reconnaissance de l'époque dorée, sur qui nous l'a enlevé et sur qui sont nos adversaires. Mais l'Amérique, parce qu'elle a toujours progressé, avait un nationalisme positif, en partant du principe que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. Mais maintenant, bien sûr, on voit qu'ils sont un peu plus tombés, je dirais, dans la version européenne, si l'on veut, où l'on regarde en arrière et on se dit « Oh, nous étions les meilleurs. Que s'est-il passé? Les Chinois nous l'ont pris. » Et cela peut prendre une forme bien plus laide. Mais le développement chinois était assez intéressant, car, pendant longtemps, il semblait que, eh bien, vous avez mentionné les personnes très pauvres qu'ils avaient, cette réserve apparemment illimitée de main-d'œuvre bon marché venant des campagnes et migrant vers les villes, ce qui était perçu comme un bon moyen d'alimenter la main-d'œuvre pour maintenir des exportations élevées. Cela a servi à économiser de l'argent, à constituer des réserves de change et aussi à attirer des usines du monde entier vers la Chine. Mais en même temps, comme vous l'avez dit, ils n'ont pas gaspillé cet argent. L'idée de Max Weber sur la morale capitaliste des protestants soulignait justement qu'il fallait réinvestir. Et on voit qu'ils ont réinvesti cela dans la population, mais aussi bien sûr dans la technologie. Ainsi, le développement économique a quelque peu évolué. Et je pense que lorsque les États-Unis essayent aujourd'hui de paralyser une partie de l'économie chinoise, cela donne l'impression que c'était une tactique que l'on aurait pu utiliser dans les années 90. Mais plus quelque chose que l'on voudrait faire maintenant. Il est trop tard, si l'on veut, pour les affaiblir. Mais oui, cela m'amène à ma question, à savoir, comme vous l'avez dit, si l'on veut s'industrialiser aujourd'hui, il faut prendre en compte ce que certains appellent la quatrième révolution industrielle, où les technologies numériques prennent le dessus sur de nombreux processus du monde physique, y compris la fabrication. C'est pourquoi des pays comme le Vietnam vont rencontrer certaines difficultés aujourd'hui. Mais pensez-vous que les efforts américains pour affaiblir l'économie chinoise risquent de se retourner contre eux? Ou est-ce que cela va simplement renforcer la détermination de la Chine à créer davantage d'autonomie? Où voyez-vous cette guerre économique menée? Eh bien, c'est un peu des deux. Cela s'est retourné contre nous. Les États-Unis ont dit, « Écoutez, nous n'allons pas vous permettre d'accéder à des technologies sensibles. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Chine développe les siennes, et à un rythme très rapide. Je me souviens avoir parlé à certains cadres de haut niveau, et ils disaient « Non, non, la Chine a 10 ou 15 ans de retard. Ils ne rattraperont jamais leur retard. » Et tu sais, Glenn, je déteste dire ça, mais c'était du racisme. J'étais aux États-Unis. J'étais l'Asiatique le plus haut placé de mon État. Et j'entendais toutes sortes d'absurdités, tu peux t'en douter. Je disais, vous savez, un bon pourcentage de vos professeurs sont asiatiques. Comment se fait-il qu'il n'y ait qu'un seul Asiatique dans l'administration de ces 26 universités et collèges, alors que 10 à 15% d'entre eux sont asiatiques? Et ils étaient considérés comme relativement hautement, enfin, très recherchés. Ils étaient bien payés. Ils disaient, oh, ils ne veulent pas être en position d'autorité. Ils ne demandent jamais rien. J'ai répondu, eh bien, vous est-il déjà venu à l'esprit que, de leur point de vue, il s'agit toujours de montrer sa compétence, de la démontrer, d'être humble et de laisser les autres le reconnaître. Alors ils me regardaient et disaient, eh bien, je ne sais pas, je ne pense pas, ils ne sont pas comme toi, ce genre de choses. Et vous savez, c'était un peu des compliments à double tranchant et ce genre de choses. Donc oui,
Je veux dire, aux États-Unis, il ne s'agit pas seulement des Asiatiques. Les États-Unis ont été, regardez ce qu'ils ont fait, comment ils classifient toute personne venant d'Amérique du Sud. Un État voisin, le Mexique. Ils sont tous des trafiquants de drogue et des violeurs, ce genre de choses. Et l'homme qui dit cela est président des États-Unis. Et il n'y a eu aucune conséquence pour lui. Il a été élu 2 fois. Vous savez, les Afro-Américains, les Amérindiens, vous savez, nous en Amérique, nous sommes un empire. Nous avons pris tout ce que nous possédons à d'autres peuples. Et il semble que nous soyons déterminés à recommencer avec le Groenland, le Canada, Gaza et le canal de Panama. Et qui sait ce qui viendra après? Et ensuite, nous avons le toupet de dire que nous représentons l'état de droit et que tout cela est merveilleux. En réalité, je ne devrais même plus dire cela, car ce n'est plus le cas. Et Donald Trump ne fait même pas semblant de croire ou de vouloir s'associer aux institutions internationales, à l'état de droit ou aux traités. Rien de tout cela n'a d'importance. La seule chose qui compte, c'est la loi de la jungle. Je suis plus fort que toi. Je peux prendre ce que je veux. Donc, à ce stade, il est vraiment difficile de voir comment cela va se terminer. Les États-Unis ont adopté ce que j'appelle la défense Tonya Harding. Tonya Harding était une patineuse artistique internationale et sa meilleure amie, Christy Yamaguchi, elle était japonaise, pas chinoise. Il faut faire la distinction. Tonya a décidé que si elle ne pouvait pas la battre, si cela se jouait aux Jeux Olympiques, elle demanderait à son petit ami et à un autre gars d'aller essayer de lui casser les jambes. Et c'est exactement ce que nous avons ici. Les États-Unis ont peur que la Chine les batte. Alors, quel est notre choix? Au lieu de vivre ce moment Spoutnik, où l'on dirait « Hey, la compétition, nous sommes prêts, nous allons y arriver », nous avons dit à la place « Nous ne voulons pas concourir. Regardez, c'est notre droit. Et s'ils font cela, c'est qu'ils trichent forcément. S'ils trichent, nous avons le droit d'essayer de les isoler, d'inventer de faux récits à leur sujet, de les harceler à leur périphérie, de faire tout ce qui est nécessaire pour rester devant. Les gens doivent réaliser que le 3e plus grand budget militaire au monde, après les États-Unis et la Chine, c'est encore les États-Unis. C'est le budget que nous consacrons à l'espionnage et à la désinformation. Il est énorme, c'est certain. Et ça, vous savez, on n'en parle pas. Mais nous accusons sans cesse les autres de nous espionner, alors qu'en réalité, nous sommes la principale agence d'espionnage au monde. Et si l'on ajoute nos partenaires des Four Eyes, je veux dire, nous surpassons et dominons tout le monde, même plus que notre armée régulière. C'est donc devenu notre façon de gérer les choses. Si nous faisons quelque chose, nous accusons les autres de le faire. Et ensuite, nous essayons d'inverser la situation, comme on dit, pour mettre les autres sur la défensive, ironiquement, à propos des choses que nous faisons nous-mêmes. Mais l'hypocrisie finit par peser. Et je pense que beaucoup de gens dans le monde en ont assez de ce genre d'attaques et d'accusations constantes. Alors que nous, malheureusement, Il est fascinant de constater qu'il existe un budget d'1 milliard de dollars pour influencer la couverture médiatique de la Chine. Et tout cela, bien sûr, se produit à un moment où les États-Unis, eh bien, c'est le bon moment pour adopter des politiques industrielles très fortes ou énergiques. Je pensais que le moment Deep Sea serait pour les États-Unis l'équivalent du moment Spoutnik, les incitant à se remettre au travail, si l'on peut dire. Mais cela ne s'est pas vraiment produit. Vous avez mentionné l'arme que représente la technologie, les semi-conducteurs. Mais bien sûr, on observe aussi, dans une certaine mesure, l'utilisation du système bancaire et de la monnaie comme arme. Eh bien, cela est bien sûr davantage utilisé contre les Russes, tandis que l'arsenalisation de l'approvisionnement technologique vise les Chinois.
Mais dans quelle mesure voyez-vous les Chinois se prémunir contre l'arsenalisation du système bancaire et de la monnaie? Parce que les Chinois à qui j'ai parlé avaient un peu le sentiment qu'après la saisie des fonds souverains russes, ils seraient les prochains sur la liste. Savez-vous dans quelle mesure cela constitue une préoccupation réelle et ce que la Chine a fait pour s'en protéger? Eh bien, d'accord. Ils réduisent la quantité de bons du Trésor qu'ils détiennent réellement depuis assez longtemps. Mais ce que l'on voit en surface n'est pas tout. Il y a des banques du secteur privé, des institutions chinoises, qui détiennent des dépôts américains, parce que cela a toujours été considéré comme sûr. La position officielle de la Chine est de détenir suffisamment de fonds pour faciliter le commerce, afin d'éviter de devoir constamment vendre et acheter des dollars et ce genre de choses, pour faciliter les échanges. Et évidemment, il y a un grand avantage économique pour la Chine en termes de balance commerciale et autres aspects similaires. Mais c'est un domaine très très dangereux pour les États-Unis, surtout à mesure que nous transformons SWIFT, le système de règlement interbancaire, en arme et que nous l'utilisons essentiellement comme un instrument brutal de notre politique étrangère, pas seulement contre la Russie. Nous l'utilisons contre l'Iran, le Venezuela, la Corée du Nord, et il est fort probable qu'il sera utilisé contre la Chine. Mais cela soulève un dilemme. Les États-Unis, si vous regardez le monde il y a 20 ans, disons 30 ans, et que vous observez les pays qui entretenaient des relations commerciales principales avec les États-Unis, vous verriez tout en bleu si le bleu était la couleur choisie. Si vous regardez aujourd'hui, et que le rouge représente la Chine, le monde est tout rouge, avec seulement quelques taches bleues ici et là. Donc, la Chine a effectué des échanges de devises. Ils s'y préparent. Ils ont acheté beaucoup d'or, mais ils ont aussi fait quelque chose que je trouve très astucieux. Il y a quelques mois, ils ont émis des obligations en Arabie Saoudite. Les obligations étaient garanties par des bons du Trésor américain qu'ils détenaient. En essence, il s'agit d'un prêt sans recours. La garantie ici, ce sont ces bons du Trésor américain. Donc, lorsque vous émettez ces nouvelles obligations avec l'ancien actif, ces bons du Trésor, vous pouvez en principe retirer l'argent sans affecter le marché. Si la Chine commençait à vendre pour plus de 750 milliards de dollars de bons du Trésor, cela provoquerait une panique sur le marché et nuirait en réalité à la Chine, car le prix chuterait de façon spectaculaire. Il récupérerait donc moins d'argent et il y aurait une perturbation mondiale. Ce n'est pas dans l'intérêt de la Chine. Elle souhaite un monde stable et régulier, où le commerce est mondial, où les gens agissent selon leurs capacités et où les pays qui le peuvent encouragent et aident ceux qui rencontrent des difficultés. C'est une perspective très très différente. Et c'est ce qui se passe. En Chine, il est courant de dire « monde multipolaire », comme si c'était une bonne chose. Cela peut l'être, à condition qu'il y ait des principes et des accords fondamentaux, que les pays doivent être en sécurité, qu'ils doivent avoir une voie vers le développement, qu'ils doivent être respectés. Mais si cela se transforme en loi de la jungle, la multipolarité signifie simplement le chaos. Cela veut dire le règne des seigneurs de guerre entre les pays. La Chine en est très très consciente et elle essaie de promouvoir l'idée que nous pouvons grandir ensemble ou mourir seuls et qu'il y aura de graves conséquences si nous ne nous entendons pas. Donc, la Chine promeut cette vision. Les États-Unis, eux, disent « Écoutez, il n'y en a pas assez pour tout le monde. C'est un jeu à somme nulle. Nous sommes plus grands que vous. Nous allons prendre votre argent de poche et vous allez nous remercier. » Et à l'avenir, peut-être que les choses tourneront bien, si nous sommes repus et satisfaits. Peut-être qu'il en retombera quelque chose pour vous. Je ne sais pas si ça a fonctionné. C'était quelque chose que Ronald Reagan avait l'habitude de vendre. Je n'y crois pas vraiment. Ce n'était pas mon héros.
Mais c'était intéressant. C'est lui. Tu sais que c'est lui qui a parlé de cette ville brillante sur la colline? Tu t'en souviens? Oui. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'avant cela, il y avait quelqu'un comme Richard Nixon. Et bien sûr, il y avait son secrétaire d'État, Henry Kissinger. Henry était responsable de l'assassinat de présidents sud-américains dûment élus, d'avoir tenté de tuer Castro, de la baie des cochons, tout ça. Et ensuite, on passe à l'Asie du Sud-Est et à ce qu'ils ont fait en Afrique. Des millions de personnes sont mortes dans ces pays, mais il ne lui serait jamais venu à l'esprit de s'excuser. Son approche était entièrement basée sur la réelle politique. Les pays puissants restent puissants tant qu'ils utilisent leur pouvoir pour maintenir leur puissance. Par exemple, si quelqu'un te regarde de travers, tu tues tous ses proches juste pour lui montrer de ne pas recommencer. C'est la pure loi de la jungle. Je suis au sommet, tu es en bas. Moi Tarzan, toi Guépard, non? Mais ensuite, Reagan arrive. Et par coïncidence, rappelons que son gouvernement détient toujours le record du plus grand nombre de ministres inculpés et condamnés. Et il dit « Oh, les États-Unis sont cette cité brillante sur la colline. » Mais quelle est l'image ici? Cette lumière vient de quelque part. C'était la métamorphose des États-Unis, revenant à une sorte d'entité guidée par Dieu qui faisait le bien. Et cette idée de l'exceptionnalisme américain, je suis sûr que vous l'avez vue de très nombreuses fois. Cette idée qu'est bien, vous savez, pour faire des omelettes, il faut casser des œufs. Si nous voulons créer un monde meilleur, oui, il se peut que nous devions tuer quelques millions de personnes et bombarder des endroits jusqu'à les ramener à l'âge de pierre. Mais tout cela en vaudra la peine à la fin. Eh bien, jusqu'à présent, cela n'en a pas valu la peine. L'Amérique se ruine avec le coût de ses guerres. Le reste du monde n'est pas reconnaissant pour ce que fait l'Amérique. Et puis, vous avez un président qui décide de déclarer une guerre économique à 180 États, 180 nations, y compris quelques manchots très très perplexes. Oui, les manchots. C'était un bon indicateur qu'ils n'avaient pas fait leur devoir correctement. Je pense que la guerre froide a créé des problèmes supplémentaires pour l'Occident, car lorsque tout était aussi manichéen, l'idée était qu'il fallait dominer pour que les bonnes valeurs et le bon système de gouvernement survivent. Et bien sûr, je pense que la démocratie occidentale et le capitalisme étaient meilleurs que le communisme soviétique. Mais le problème, c'est que lorsqu'un hégémon est soutenu par une idéologie de cette manière, la fin tend à légitimer tous les moyens. Et après un certain temps, on observe la même chose en Europe aujourd'hui. Nous affirmons que l'Europeware est une institution démocratique. Donc tous nos États voisins doivent se tourner vers l'Europeware plutôt que vers Moscou pour trouver un leadership. Et dans cette optique, la démocratie peut devenir un problème si les gens votent dans le mauvais sens. Soudainement, toute l'intention derrière l'hégémonie se retrouve à nouveau bouleversée. John Hares écrivait déjà à ce sujet au début des années 1950. Les pays qui sont libéraux et démocratiques en interne exigent souvent des systèmes internationaux où ils dominent, car ils ne peuvent pas laisser les bonnes valeurs être sapées par la majorité. C'est donc un phénomène courant. Nous devons protéger la démocratie contre ceux qui voteraient de la mauvaise manière. Eh bien oui, c'est ce que l'on constate aujourd'hui lorsque les idées libérales et la démocratie entrent en conflit. Mais, vous avez mentionné SWIFT, que les Chinois craignaient que cela puisse aussi être utilisé comme une arme contre eux. Les Chinois ont créé le CIPS, c'est la version 14 ou 15, mais cela a d'énormes implications, n'est-ce pas? Parce qu'avec SWIFT, lorsqu'on a une vue d'ensemble de toutes les transactions bancaires effectuées, cela permet d'imposer de nombreuses sanctions extraterritoriales. Si les États-Unis ont une législation nationale,
les autres pays doivent s'y conformer. Mais aussi, les Américains disposaient de beaucoup d'informations. Tout le monde commerçait avec tout le monde. Si l'on considère un secteur où la prévisibilité est nécessaire, comme l'agriculture et d'autres, il s'agit d'informations très précieuses. Mais dans quelle mesure les États-Unis supportent-ils le coût de la perte de ce contrôle clé, je dirais, ce contrôle administratif sur l'économie internationale? Eh bien, je veux dire, vous soulevez un excellent point. Nous tirons sur les deux extrémités de la corde. D'un côté, vous maintenez votre économie basée sur le dollar, ce qui vous permet de financer votre montagne de dettes croissantes à des taux très très bas. Mais d'un autre côté, une fois que vous en faites une arme et que les pays commencent à s'inquiéter, et il ne s'agit pas seulement de la Chine, chaque pays dans le monde est concerné parce qu'il existe un risque politique. Si demain il y a une démocratie, il pourrait avoir un gouvernement de gauche et les États-Unis interviendraient pour tout prendre. Pourquoi? Parce que nous le pouvons. Ce n'est pas la base d'un système monétaire sain. Je ne peux pas vous forcer à détenir ce que je possède. Et c'est pour cela que vous voyez l'or actuellement à des niveaux historiques au-dessus de 3000. Je n'arrive tout simplement pas à y croire. Mais les gens cherchent à se réfugier là où ils pensent être en sécurité. Je veux dire, ils placent même leur argent dans une pyramide de Ponzi appelée Bitcoin. J'adore ça. Pouvez-vous le tenir dans votre main? Non. Peut-il être volé? Oh oui, oui. Donc c'est pas sécurisé. Alors quel est l'intérêt? Je ne sais pas. J'ai fait 1 an de stage au bureau du procureur et j'ai aussi été avocat de la défense pendant quelques années. Je peux vous dire que les gens qui veulent trop d'anonymat, il faut se demander pourquoi. Alors, où cela nous mène-t-il en disant que le système existant est fracturé? Soyez assurés, la Chine ne veut pas prendre le contrôle. Ils ne veulent pas que le yuan devienne le nouveau dollar. Et il y a des raisons à cela. Ils ont vu ce qui se passe. C'est un pays exportateur. Lorsque vous commencez à être la monnaie de réserve mondiale, la valeur de votre monnaie commence à augmenter. Ce qui est excellent si vous essayez de gérer une montagne de dettes et de maintenir des taux d'intérêt bas. Mais la Chine n'est pas dans cette situation. Elle veut continuer à commercer. Donc, elle ne souhaite pas subir les effets liés au statut de monnaie de réserve. À la place, elle cherche des options monétaires multipolaires. Et cela prendra du temps. Évidemment, les BRICS, la Russie est très intéressée à faire avancer ce projet, mais de plus en plus d'autres pays le sont aussi. Voilà le problème avec Donald Trump. Il dit vouloir maintenir l'hégémonie américaine. C'est très bien, sauf que ce qu'il fait, c'est saper le peu qu'il nous reste. Je veux dire, personne n'est vraiment content de nous à l'étranger, et maintenant, nous sapons notre propre monnaie. Ce n'est pas une bonne idée. Cela ne va pas bien finir. Je veux dire, la raison pour laquelle il a paniqué et imposé un gel de 90 jours, c'est qu'il a vu ce qui arrivait aux rendements obligataires, qui sont en hausse. C'est pas une bonne chose. Le dollar s'est effondré. Il a baissé de 9% depuis son entrée en fonction. Le marché s'est effondré. Nous sommes en territoire de correction, autour de 20%. Et on se retrouve dans cette situation où vous savez, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Les gens comprennent, ça n'a pas d'importance. Ils continuent de dire, eh bien, si Powell baissait simplement les taux, le président de la Fed, tout irait bien. Non, c'est pas vrai. Et je peux vous le dire, les obligations étaient l'une de mes spécialités. Les obligations concernent le risque, d'accord? Si les États-Unis, si la valeur monétaire du dollar baisse, cela signifie que si j'investis 100 $, et quel que soit le taux d'intérêt, si je ne m'attends à récupérer que 80 $, j'ai besoin d'un taux d'intérêt suffisant pour couvrir ces 20 $ que j'ai perdus, plus que je considère comme un bénéfice approprié. Donc, vous allez commencer à voir les taux obligataires réellement grimper. Et c'est là qu'il a soudainement eu un retour à la réalité.
Mais la question est de savoir comment il va faire marche arrière de manière à sauver la face, pour pouvoir dire « Oh, j'avais prévu de faire ça depuis le début ». Vous savez, notre ami Donald Trump disait toujours qu'il avait une raison pour tout ce qu'il faisait. Et peu importe à quel point cela échouait, tout faisait partie d'un plan, tout comme ses 6 faillites avec ses casinos à Atlantic City. Donc, la Chine a laissé quelques indices. Ce qu'ils ont fait, il y a quelques semaines, c'est publier un livre blanc en 6 points. Je suis sûr que vous l'avez vu. Et l'un des points, ils ont longuement parlé de l'accord de phase 1, de la façon dont il avait fonctionné, et vous savez, de la manière dont il aurait dû être conclu. Eh bien, il est clair que c'était un signal adressé à Washington. La manière de sauver la face dans cette situation, c'est un accord de phase 2. Et la question est, pourquoi la Chine pousserait-elle cela? Eh bien, tout simplement, parce que si tout s'effondre, il ne s'agit pas de dire « Oh, les États-Unis souffrent, n'est-ce pas formidable ?» Les États-Unis souffrent, le monde souffre. Nous nous dirigeons vers une récession. La question est de savoir si nous finirons en dépression. La Chine ne veut pas de dépression. Il faut donc être adulte. Il faut faire ce qui est nécessaire. Et ils ont donné suite à cela. Il y a 2 ou 3 jours, ils ont unilatéralement supprimé les droits de douane sur certains types de circuits. Et c'était un signe adressé à Washington pour dire « D'accord, nous faisons le premier pas. Maintenant, faites quelque chose de réciproque. Ensuite, nous ferons quelque chose. Puis vous ferez quelque chose. Nous arriverons à un point où nous pourrons nous asseoir de manière rationnelle, sans que vous nous mettiez un pistolet sur la tempe, et nous pourrons trouver comment conclure cet accord de phase 2. Vous déclarez la victoire. C'est ce que vous vouliez depuis le début. Et la Chine peut dire, eh bien, nous avons fait un geste pour le bien commun. Nous avons réussi à réduire les tarifs douaniers, non seulement en Chine, mais à l'échelle mondiale. Et si cela se produit, le statut de la Chine s'élève. Ils ont affronté le caïd de la cour de récréation et ils ont agi au nom de tout le monde sur cette cour, au lieu de dire « Je fais ça pour moi parce que c'est dans mon intérêt ». Ils ne parlent que d'intérêt, rien d'autre. Je ne sais pas pour toi, Glenn, mais je n'aime vraiment pas cette idée. Que tu sais, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. C'est la loi de la jungle, non? Et c'est une pente glissante. Une fois qu'on s'engage là-dedans, on est prêt à faire à peu près n'importe quoi, parce qu'on peut tout justifier, comme l'exceptionnalisme américain, comme le secrétaire d'État Kissinger. Et je ne pense pas que ce soit l'avenir. J'espère que non. J'ai écrit un livre il y a une dizaine d'années sur le partenariat géoéconomique émergent entre la Chine et la Russie. Et j'ai reçu beaucoup de critiques parce que l'argument était « Non, non, d'ici 1 an ou 2, ils vont s'affronter en Asie centrale ou pour savoir qui va dominer. » Eh bien, cela revient à ce que vous disiez, cette supposition qu'ils doivent agir en termes de jeu à somme nulle, qu'ils doivent mener cette bataille pour la domination. Mais ce que l'on a réellement observé, c'est la reconnaissance qu'il existait de meilleures solutions à somme positive. C'est-à-dire que les Chinois ont aussi compris. Eh bien, si nous prenons en compte les intérêts de l'autre partie lorsque nous circulons en Asie centrale, étant donné que c'est à leurs frontières, ils seront plus enclins à nous accommoder. Aucune de ces attentes ne s'est réalisée comme prévu. Au lieu de cela, ils ont évité cette lutte pour la domination. À Washington, on part du principe qu'il s'agit à nouveau d'une guerre froide. L'un va s'effondrer, l'autre remportera la mise et deviendra dominant. Mais il n'existe plus de voie claire vers l'hégémonie. Il y a trop de grandes puissances, et il n'est pas toujours dans l'intérêt de quiconque de mener cette poussée très forte à somme nulle. En fait, ce qui a permis aux Russes de coexister avec une Chine bien plus puissante, c'est précisément que les Chinois n'exigent pas de dicter ce qui se passe, par exemple en Asie centrale.
Ils acceptent d'être un parmi les égaux, même le premier parmi les égaux, mais toujours un parmi les égaux. Et je pense que cela a été le secret, notamment dans la création d'institutions comme l'OCS ou les BRICS, où il y a de nombreuses grandes puissances, ce qui leur permet de communiquer au reste. Oui, nous sommes la plus grande, mais nous ne pouvons pas dicter, parce qu'il y a trop de grands acteurs au sein de ce bloc. Et je pense que ce signal envoyé aux autres pays, à savoir qu'ils n'ont pas l'intention de dominer, mais seulement d'être une puissance de premier plan, a un effet apaisant sur leurs États partenaires. Mais nous n'aimons pas beaucoup apprendre des autres. Vous savez ce qu'on dit à propos de ceux qui ne tirent pas de leçons de l'histoire. Eh bien, cela m'amène au dernier point concernant la guerre économique, car il s'agit souvent de semi-conducteurs du système bancaire. Toute cette guerre économique est, dans une large mesure, initiée par les États-Unis, mais elle a tendance à avoir un effet boomerang. Mais on oublie souvent que les Chinois ont aussi une capacité de riposte. Un domaine où les Chinois semblent dominer est sans aucun doute celui des terres rares. Là encore, ils s'occupent de l'extraction, ils s'occupent du traitement. Cela ne peut tout simplement pas être remplacé, même dans la prochaine décennie. Alors, dans quelle mesure les Chinois dominent-ils ces métaux rares et quelle est la véritable importance de cette domination? D'accord. Donc les terres rares se trouvent partout dans le monde et il n'y a pas de pénurie. Il y en a beaucoup. La question, c'est la concentration. Cela détermine la faisabilité de leur extraction. Si la concentration est élevée, c'est mieux que si elle est faible. Il y a aussi des effets secondaires sur l'environnement. Mais l'élément principal que la Chine possède et que les gens ne semblent pas comprendre, c'est la capacité de traitement. La Chine traite plus de 90% des terres rares mondiales. La raison pour laquelle elle le fait, c'est parce qu'elle peut le faire à moindre coût et de manière plus efficace. Elle obtient une plus grande pureté et peut le faire à un coût bien inférieur. C'est pour cela que les gens se tournent vers la Chine. C'est comme se demander pourquoi l'Inde commerce avec la Chine alors que tant d'Indiens ont une mauvaise opinion de la Chine. Eh bien, ils aiment les produits et leurs prix, non? C'est un système de marché. Voilà où en est la Chine. J'ai parlé à des gens du secteur des terres rares en dehors de la Chine et j'ai demandé où en est la Chine. Ils m'ont dit qu'elle a 10 à 15 ans d'avance sur nous en matière de traitement. Ils ont déjà les mines, donc ils peuvent faire tout ça. En ce moment, nous sommes coincés. On peut parler de développer des mines et de la logistique pour y arriver. Mais que fait-on pendant les 2 prochaines années? Est-ce que tout est mis en pause? La Chine commence maintenant à sévir contre la Corée du Sud, qui servait de relais. La consommation de terres rares a augmenté de 113% en un an. Il va falloir que je comprenne ça. Donc, vous pouvez clairement voir qu'ils essayaient d'en tirer profit. Comme vous le savez, avec la Russie, de nombreux pays importent du pétrole et tout à coup, ils en exportent aussi beaucoup. Et l'Inde est en première ligne parmi eux. L'ironie, c'est que les Européens achètent du pétrole à l'Inde, qui provient en réalité de Russie, et font semblant de croire que cela a du sens. Ça n'en a absolument pas. Mais cela revient à votre point, l'idéologie. Une fois que vous pensez détenir toutes les réponses et que tous les autres sont stupides, à moins de suivre les vôtres, vous êtes certain de rencontrer un problème. Les gens n'ont jamais pu être mis dans des cases au cours de l'histoire. Nous avons eu des groupes comme Gengis Khan qui ont tout pris par la force. Les Romains qui disaient « Eh bien, logiquement, tout le monde veut ce que nous avons. Nous vous donnons l'eau courante, les routes, des choses comme ça. » Et pourtant, ces empires échouent. Et la question n'est pas de savoir si l'Amérique va échouer demain. Nous avons beaucoup de ressources.
nous avons encore de bonnes personnes. Elles viennent peut-être d'ailleurs, mais dans la mesure où elles restent en Amérique, elles peuvent alimenter une grande partie de notre innovation. Mais nous nous affaiblissons, et malheureusement, nous affaiblissons le monde. Et avec la Russie et la Chine, je veux dire, le problème ici, c'est qu'il y a des tensions, il y en a eu par le passé, et ce genre de choses. Mais les choses ont changé. L'idée d'essayer d'acquérir plus de terres n'attire personne. Pourquoi? Parce que c'est trop de problèmes. C'est ça. Les agriculteurs chinois travaillent en fait en Russie. Ils paient les propriétaires russes grassement et ils produisent des choses. La Russie est le pays le plus riche en ressources au monde. La Chine est le premier pays manufacturier au monde. Ce que Washington craint le plus, et Donald Trump l'a dit pendant sa campagne, c'est que la Chine et la Russie, ensemble, soient imbattables et qu'elles éclipsent les États-Unis. Je me souviens d'une conversation avec Vladimir Yakounine. Il dirigeait autrefois le système ferroviaire russe et était très proche de Poutine. Après un certain temps de discussion entre des Chinois et lui, il se montrait très direct, disant « D'accord, voici ce que je veux. Voici ce que je veux accomplir. Est-ce possible ?» Du côté chinois, il traçait un grand cercle où il pensait qu'il y avait peut-être un terrain d'entente, mais il n'en parlait pas directement. J'ai essayé d'expliquer aux deux parties. Il y a ici un malentendu culturel. Vous fonctionnez de manière différente. Vous devez apprendre à mieux vous connaître, pas seulement sur le plan linguistique, mais aussi dans la façon dont vous abordez les choses, dont vous les percevez. Une fois que vous savez comment quelqu'un d'autre voit les choses, je veux dire, c'est la première règle en affaires. Si je veux réussir, je dois comprendre mon client, d'accord? Je dois comprendre mes fournisseurs. Je dois tout comprendre de mon entreprise afin d'éliminer les risques. Et c'est la même chose pour la Chine et la Russie. Ils doivent apprendre à mieux se connaître, malgré leur longue histoire commune, leurs frontières partagées et tout ce qui va avec. Mais la Russie et la Chine l'ont compris. La Russie recherche la sécurité. On lui avait garanti la sécurité lors de l'effondrement de l'Union soviétique. Et on lui avait dit, pas un pouce ne sera concédé sur les anciennes zones soviétiques. Et c'était Howard Baker. C'était un chapeau. Ce n'était pas quelqu'un qu'on pouvait simplement écarter en disant « Oh, peu importe ce qu'il dit », n'est-ce pas? C'est un type qui était aussi proche du pouvoir qu'on peut l'être. Il a fait cette déclaration. Elle a été enregistrée. Et puis tout à coup, il y a ces idiots malins qui disent « Eh bien, ils ne l'ont pas eu par écrit, donc ça ne compte pas. » Mais ça ne compterait nulle part, même si c'était écrit, parce qu'il n'existe aucune agence de contrôle entre nations. Elles doivent se respecter mutuellement. Elles doivent traiter honnêtement les unes avec les autres. C'est là que ça devient intéressant, et ça me met en colère, parce qu'il faut de l'amitié et de la confiance. Cela doit se construire sur des années, mais cela peut être détruit en quelques secondes à peine. Mais il est nécessaire de prévenir les conflits en favorisant la compréhension et en créant ces conditions. Ainsi, la Chine comprend que la Russie a besoin de sa sécurité. Lorsqu'ils sont entrés en Ukraine, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il n'y avait aucun doute pour personne. Personne en Occident n'avait la moindre ambiguïté à ce sujet. Je veux dire, tout le monde, mère chez mère, tous les hommes d'État, ont dit « Si vous entrez en Ukraine, la Russie vous combattra. » Ils riposteront parce que vous avez violé toutes les promesses que vous avez jamais faites. Ils n'ont aucune raison de croire que vous n'installerez pas de missiles qui seraient à 5 minutes de Moscou là-bas. Je veux dire, nous avons failli déclencher une guerre nucléaire parce qu'ils allaient installer des missiles nucléaires à Cuba. C'était bien plus loin de Washington que de Moscou, et ensuite de la frontière de l'Ukraine. Donc on se retrouve avec ces situations impossibles. Mais
La Chine comprend que la Russie veut de la sécurité. Ils ne veulent pas plus de terres. Ils n'ont pas besoin de plus de ressources. Ils ont déjà toutes les ressources dont ils ont besoin. Ils ne veulent tout simplement pas être encerclés par une entité hostile. Les États-Unis, qui ont pour objectif de s'assurer qu'ils ne prennent pas de l'ampleur. Et la Chine partage la même préoccupation. Je vois tout ce que font les États-Unis avec leurs faux récits sur le Xinjiang, le Tibet, Hong Kong, Taïwan, toutes ces ingérences qui existent. Et ils savent que tout cela n'est utilisé que pour essayer de détourner la Chine de son processus de développement. Donc oui, les États-Unis sont un acteur voyou et peu fiable. Et je ne dis pas cela à la légère. Mais quand on regarde les faits, je ne vois pas ce qu'on pourrait dire d'autre. Est-ce qu'ils déclenchent des guerres unilatéralement? Oui. Est-ce que cela viole des traités auxquels il a adhéré? Oui, à plusieurs reprises. Est-ce que cela sape des institutions internationales, comme l'OMC, la CPI? La liste est longue. Est-ce que cela se retire de traités ayant des implications et une importance mondiale, comme Kyoto et les accords de Paris sur le climat? Oui. Est-ce que cela déclare unilatéralement vouloir s'emparer des territoires d'autres pays en violation de leur souveraineté? Oui. Donc, je ne vois pas comment on ne pourrait pas qualifier les États-Unis de nation hors la loi. Sans surprise, les autres pays réagissent. Ce qu'ils voient, c'est simplement un égoïsme débridé. Moi d'abord, l'Amérique d'abord. Je me fiche de ce qui vous arrive. Vous devriez juste être content de me soutenir. C'est ridicule. C'est le genre de comportement que j'attendrais d'un tyran de cour de récréation de 11 ans. Malheureusement, ce tyran de 11 ans, il s'appelle Donald Trump, a la même compréhension de l'économie que ce gamin de 11 ans. Encore une fois, je pense qu'une grande partie de cela revient à la recherche de solutions à somme positive. Vous avez mentionné que les Chinois ne cherchent pas à s'emparer de terres en Russie. Mais pendant longtemps, cela a été une source d'inquiétude, car après les guerres de l'opium, lorsque la Chine était affaiblie, les Russes ont également saisi de nombreuses terres chinoises, y compris la côte pacifique. Cela a même créé 2 régions enclavées dans le nord-est de la Chine, qui se sont développées plus lentement que les autres. Ainsi, la principale préoccupation était que, à mesure que la Chine deviendrait plus puissante, elle chercherait un jour à remettre en cause ces traités inéquitables. Mais au lieu de cela, nous avons vu qu'ils ont conclu davantage d'accords économiques. De plus, les Russes ont modernisé leurs ports sur la côte pacifique. Ils ont construit des chemins de fer ainsi que des ponts vers ces régions en Chine afin de les connecter de plus en plus aux marchés mondiaux. Alors, à la place, ils essayent d'en tirer un peu d'argent. Et bien sûr, l'objectif plus large est de faire de la Russie et de la Chine des partenaires très proches, tant sur le plan économique que politique. Et cela a largement fonctionné. Vous avez mentionné Vladimir Yakounine. Oui, il a gravi les échelons avec Poutine. Il a été PDG des chemins de fer russes. Je le connais. J'ai travaillé ou fait des présentations à son groupe de réflexion à quelques reprises, et il a même rédigé une préface pour mon livre sur la politique des grandes puissances à l'ère de la 4e révolution industrielle. C'est donc quelqu'un de très intelligent, mais il cherche aussi activement à rapprocher la Russie de la Chine. C'est donc assez fascinant. Oui, le monde est petit aussi. Mais je pense que nous passons souvent à côté de ces solutions, parce qu'en Europe, tout est soit pro-ci, soit pro-ça. Et je fais souvent remarquer que je suis farouchement pro-Ukraine. C'est pourquoi j'ai toujours dit que si l'on menace l'expansion de l'OTAN, la Russie la détruira. Mais c'est très difficile, car on dit, eh bien, si vous êtes pro-Ukraine, alors vous devez être pour l'expansion de l'OTAN. Mais tout l'argument est que l'on n'améliore pas sa sécurité en ignorant celle de ses adversaires. Cela n'a aucun sens. Ma dernière question est la suivante. Si les conflits économiques entre la Chine et les États-Unis devaient se militariser,
Pensez-vous que cela pourrait mener à une guerre autour de Taïwan? Ou pensez-vous que l'accusation de génocide au Xinjiang mènera quelque part? Ou est-ce que cela s'essouffle déjà? Eh bien, cela disparaît parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le Xinjiang est la deuxième destination touristique en Chine. Il y a constamment du monde là-bas. Ce n'est donc pas le nouvel Auschwitz. Eh bien, vous savez, j'ai parlé à des gens comme ça. Je veux dire, il y a cette fable créée par de faux récits. Nous avons déjà vu ce que l'USAID et aussi ce que vous appelez le National Endowment for Democracy, oui, le NNED. Ils étaient directement financés par le gouvernement là-bas. L'objectif était le renversement du régime, et ils font tout ce qui est nécessaire pour y parvenir. Leurs traces sont partout. Vous avez vu tout type de soulèvement, y compris dans des États majoritairement démocratiques, où ils interviennent. Et vous savez, ce n'est même pas subtil. Je veux dire, on parle de nations pauvres. Où les personnes pauvres dans la rue trouvent-elles l'argent pour des pancartes brillantes, réalisées et imprimées de manière professionnelle, toutes identiques? Je veux dire, elles n'ont pas assez d'argent. Elles sont en colère parce qu'elles n'ont ni emploi ni argent. Et pourtant, elles ont ces t-shirts et affiches fraîchement imprimées et toutes sortes de choses de ce genre. Elles ont de l'argent pour l'organisation, des radios et des moyens de rassembler les choses. Et puis, il y a les faux récits qui sont diffusés par la presse. Je connais beaucoup de gens dans la presse. Au fil des années, j'ai été membre de, l'association des journalistes ici. C'est mondial. Et la plupart des gens viennent en sachant ce qu'est la Chine. Ils ne sont jamais allés en Chine, mais ils savent, c'est un endroit terrible. Les gens ne sont pas en sécurité ici. On peut vous enlever dans la rue à tout moment. Le Xinjiang est un camp de travail. Hong Kong est un endroit déprimé. Les Tibétains ne vivent que dans l'attente du retour du Dalai Lama. Soyons sérieux. Eh bien, le Dalai Lama était là. Oui, les gens ont droit à leurs croyances spirituelles. Je le crois. Je le défendrai. Mais l'idée que l'Église et les nobles là-bas laissaient les gens vivre jusqu'à l'âge vénérable de 42 ans, dans une pauvreté écrasante, parce qu'ils ne pouvaient pas posséder de terre, parce que les terres appartenaient soit aux nobles, soit à l'Église. C'était le servage, et c'était écrasant. Et l'Église détournait l'attention des gens en disant « Ne vous inquiétez pas de cette vie et de sa dureté. Vous renaîtrez et ce sera mieux. » Eh bien, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais cela ressemblait terriblement au triumvirat de l'armée, de l'Église et de la noblesse au Moyen Âge, quand ils prêchaient la même chose pour maintenir les serfs dans la soumission, leur refusaient même les besoins les plus élémentaires, afin qu'ils aient des vies courtes et brutales. Je ne pense pas que qui que ce soit, et je le sais, j'ai beaucoup parlé avec des gens du Tibet, disent « Est-ce que ces jours-là vous manquent? » Bien sûr que non. Mais ils ont toujours des croyances spirituelles. Elles doivent toujours être respectées. Mais ce sont le genre de choses dont ils ne parlent pas. En Occident, ils ont cette idée romancée des horizons perdus. Ils pensent qu'au milieu du plateau tibétain, il existe une vallée luxuriante, verte, où les gens vivent jusqu'à 100 ans. Cela n'a jamais existé. Ce n'était pas comme ça. C'était une œuvre de fiction. Malheureusement, le fait et la fiction se sont confondus dans l'esprit des gens, et cela continue. En ce qui concerne les solutions, malheureusement, je dois dire qu'il n'y a pas de solution positive tant qu'il n'y aura pas de dirigeants aux États-Unis qui réaliseront enfin qu'ils ne sont pas là pour diriger le monde. Ils sont là pour diriger leur pays. Et pour cela, ils doivent avoir la confiance. Ils doivent être capables de travailler avec d'autres nations. Ils ne peuvent pas agir seuls. Et tant que cela ne se produit pas, je pense que c'est presque impossible.
On ne peut pas traiter avec une nation hors la loi. On peut essayer de les repousser. On peut essayer de gagner du temps, comme la Chine essaie de le faire. Attendre la prochaine étape. Adopter une vision à long terme. Mais si cela continue, oui, il pourrait y avoir une guerre. Ce ne serait pas une guerre que quiconque souhaite, tout comme la Première Guerre mondiale. Ce serait une guerre déclenchée par des réactions en chaîne, dues à des erreurs et à des gens qui ne font qu'aggraver la situation. Et c'est ce qui m'inquiète le plus, surtout en ce moment. C'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que Pékin est si préoccupé par ce qui se passe à Washington. Le dernier atout de Washington, c'est la carte militaire. Et si, pour une raison quelconque, ils essaient d'imposer cela comme moyen d'atteindre leurs autres objectifs économiques, alors il pourrait y avoir des erreurs d'escalade qui pourraient mener à quelque chose de très très grave, notamment ici, mais aussi dans le reste du monde. Même à l'instant où nous parlons, la situation entre l'Inde et le Pakistan devient incontrôlable. Au lieu de perdre du temps, le monde devrait prêter une attention très particulière à cela. Il devrait y avoir une enquête indépendante. La Russie devrait être présente. La Chine devrait être présente. Les États-Unis devraient être présents. L'Inde, le Pakistan, probablement la Turquie, et peut-être quelqu'un d'autre des BRICS, le Brésil, considérés comme des acteurs sans objectif politique, afin d'établir les faits derrière cette attaque terroriste odieuse. Mais il faut désamorcer la situation. L'idée que ces pays pourraient entrer en guerre. J'étais dans une émission et j'ai dit, écoutez, s'il vous plaît, réfléchissez à ce que cela signifie pour vos pays. Mais réalisez que si vous engagez une guerre nucléaire, les retombées s'étendraient sur le reste de l'Asie, n'est-ce pas? Et finiraient par atteindre les États-Unis et le monde entier pour revenir vers vous. Les conséquences seraient dévastatrices, bien au-delà de tout ce qui pourrait vous arriver. Alors s'il vous plaît, je sais que c'est une situation horrible et que vous y êtes confrontés, mais il faut penser un peu à l'échelle mondiale. Vous ne pouvez pas simplement vous dire « je dois marquer un point, je dois montrer que je suis fort, je dois tuer beaucoup de gens parce que ça réglera beaucoup de choses ». Je suis ironique. Oui. Non. Je pense que les gens oublient que, avec les armes nucléaires, la guerre elle-même devient le principal ennemi, au lieu de réfléchir à la manière de marquer des points dans un jeu à somme nulle. Quoi qu'il en soit, Einar Tangen, merci beaucoup d'avoir été aussi généreux avec votre temps. Je me sens un peu plus avisé maintenant. Alors merci encore. C'est toujours un plaisir et un honneur d'être dans votre émission, Glenn. J'apprécie vraiment votre travail et je vous souhaite le meilleur. Merci encore.